Et salut tout le monde, c'est Corentin alias Seyo et on se retrouve pour cet épisode numéro 2 qui va être en principe un petit peu plus qualitatif et orienté différemment. C'est-à-dire que sur l'épisode 1, j'ai raconté comme ça rapidement parce que c'était les premiers jours qui n'étaient pas forcément très intéressants du fait que j'étais plongé dans ma tête, j'étais très haut dans les vibrations et j'étais pas du tout ancré, j'étais pas du tout connecté à moi-même, connecté à mes émotions, à mes sentiments, etc. J'étais vraiment déconnecté. Et justement, à la fin de ce jour 3, donc je vais arriver chez cette fameuse dame, comme je le disais tout à l'heure, qui va m'accueillir en m'ouvrant sa porte et qui va me faire réfléchir sur plein de choses, qui va m'amener à évoluer spirituellement et à revenir un petit peu plus près de qui j'ai pu être dans le passé. Et donc voilà. J'ai enregistré l'épisode numéro 1 il y a à peu près 1 ou 2 heures. Et c'est vrai que c'était raconter l'histoire sans vraiment la raconter. C'est-à-dire que je disais les choses, je disais les événements, ce qui a pu se passer, mais c'était pas vraiment raconté avec le cœur. J'ai pas revécu l'histoire à l'intérieur de moi pour vous l'exprimer. Ce qui fait que vous ne ressentiez peut-être pas vraiment l'histoire en elle-même. Vous ne pouviez peut-être pas vous projeter et vivre intérieurement mon histoire. Et donc je vais essayer d'améliorer ça sur cet épisode et d'être plus dans mes ressentis, de vous exprimer un petit peu plus comment j'ai vécu les choses. Je vais également tourner les choses un petit peu plus comme un livre intime en fait. Cet épisode et les suivants seront un peu plus comme un livre intime où j'expliquerai vraiment les choses comme je les ai vécues, comme je les ai ressenties. Et surtout, je vais dire les choses comme je les pense, ce qui est rare, parce qu'il y a peu de personnes à qui j'ose m'ouvrir et dire les choses comme je les pense du fait de ma vie et de ma vision de la vie qui est assez particulière. Donc voilà, on va passer un niveau supérieur, j'ai envie de dire, où voilà, le récit sera différent. Et donc reprenons, c'est cette fameuse dame qui m'ouvre sa porte et qui me dit, eh bien rentre, rentre, dépêche-toi, viens te sécher. Et donc bah, je rentre dans son entrée, une toute petite entrée, c'était un tout petit appartement, où directement j'ai senti que cette dame était très spirituelle et tout. Et donc j'étais à l'entrée, trempé de la tête aux pieds comme je le disais. Et elle me dit, vas-y, rentre, rentre, rentre. Et moi, j'étais bloqué à la porte, j'étais vraiment trempé, je voulais pas salir son appartement ni rien. Donc voilà, je commence à poser mon sac, à me déshabiller et tout dans son entrée. Elle me fait, mais rentre, mais rentre, mais rentre, mais rentre. J'étais, attends, je suis tout mouillé. Donc je n'osais pas trop rentrer, je commençais à me déshabiller petit à petit, à enlever les couches qui dégoulinaient d'eau, bien sûr. Et donc j'avance dans son appartement et voilà, on commence à échanger très rapidement. Et première chose que je fais, bien sûr, c'est que je vais à la douche, mais pour ça, il faut sortir les affaires du sac. Et donc je commence à déballer mon sac et là, oh, grande surprise, tout était trempé de la tête aux pieds. Il y a juste le duvet qui l'a échappé belle et je ne sais pas par quel miracle. Mais donc toutes mes affaires étaient vraiment mouillées. Vraiment bien comme il faut, c'était pas trempe au point de pouvoir l'essorer, mais tout ce qui était en surface, en tout cas proche des bords du sac, j'ai envie de dire, était bien mouillé, tout comme moi. Et donc voilà, je commence à sortir mes affaires. Cette gentille dame répartit toutes mes affaires sur tous ces radiateurs dans son appartement, etc., pour essayer de faire sécher un petit peu. Et donc je sors les affaires de mon sac et je pars rapidement à la douche. Et là, waouh! En principe, je me douche uniquement à l'eau froide. Et j'ai pris une douche chaude qui m'a réchauffé mon corps, mais vous imaginez même pas. Je revenais tellement loin. Vous savez, quand vous mettez de l'eau un petit peu tiède sur vos pieds qui sont gelés, comment ça vous brûle. Voilà, bah là, je suis passé directement sous la douche chaude. Mon corps entier me brûlait tellement j'étais froid et que l'eau était pas si chaude, mais qu'elle me chauffait quand même. Et donc voilà, je prends ma douche tranquillement. Je sors de la douche, toutes mes affaires étaient étendues, réparties un petit peu partout dans l'appartement. C'était très drôle. J'avais un jogging mais qui était un petit peu humide, mais c'est pas grave. J'ai quand même mis mes habits un petit peu humides. Et donc je viens m'installer sur son petit fauteuil pour vous donner une image de l'environnement. En fait, quand vous rentrez vraiment juste à droite, vous êtes dans le salon, salle à manger, cuisine, avec un lit qui est au fond à droite. Juste à droite, quand vous rentrez, vous avez
un espèce d'établi sur lequel elle fait de la couture, etc. Mais je n'ai pas remarqué dès le début que c'était ça. Sur votre gauche, vous avez la cuisine et juste en face, vous avez une porte qui mène à une chambre avec à gauche la salle de bain. Et donc il y a deux fauteuils au milieu de cette pièce et je m'assois dans l'un de ces fauteuils. Elle me propose de me préparer une tisane, chose à laquelle je dis oui, bien sûr, parce que j'adore les petites tisanes, surtout quand j'ai bien froid. Et donc on commence à échanger tranquillement. Et voilà, elle me demande d'où est-ce que j'arrive, comme ça, qu'est-ce que je fais. Donc je lui raconte que voilà, je suis parti sur les chemins parce que j'en ai marre de la société, je ne m'y retrouve pas et ça ne me correspond pas, ça ne me permet pas d'être épanoui et d'évoluer comme je le souhaite. Et donc on échange, on échange, on échange, principalement en parlant de moi. Elle aura très très peu parlé d'elle sur toute cette soirée. Mais je vous le rappelle, juste avant, il y avait Christian, qui est le sans domicile fixe, qui m'a dit qu'il fallait que j'apprenne à recevoir et que j'accepte les choses des autres. Et donc j'ai accepté d'être écouté et ça m'a fait du bien, ça m'a fait un bien fou. Et donc on va discuter de pas mal de choses et on en viendra à un moment à une discussion très importante parce qu'en fait, juste avant de partir de Megève, j'ai annoncé à ma mère que je partirais comme ça sur les chemins sans argent pour traverser les Alpes, etc. et aller jusqu'au Népal. Et quand on est une maman, ça doit pas être facile à entendre. Chose que je conçois bien sûr, mais à ce moment-là, je m'en rendais pas forcément compte. Et donc, je lui explique que la nuit du 24 au 25, j'ai mangé avec mes amis et ensuite j'ai pris la voiture et j'ai conduit toute la nuit jusque chez mes grands-parents pour faire la surprise à ma mère et à mes grands-parents et leur amener les croissants au réveil. Et donc, je suis arrivé chez mes grands-parents avec ces croissants au réveil, etc. Avec plein de cadeaux et tout le tralala. Et ma mère tirait la gueule, franchement, elle faisait la gueule et mon beau-père aussi. Et ça m'a vraiment blasé, ça m'a mis un coup, moi qui m'attendais à... Voilà, hein, j'ai quand même traversé la France de droite à gauche. Je me suis fait mes 6 heures de route en pleine nuit pour faire la surprise à la famille. Et quand j'arrive, la famille, c'est limite si elle n'est pas dégoûtée de me voir. Enfin, vraiment, j'étais dépité. Ça m'a mis un sale coup. J'ai offert plein de cadeaux, etc. Ma mère ne m'a même pas dit merci ni rien du tout. Et franchement, ça m'a vexé, ça m'a fait du mal. Et donc, voilà, j'explique ça à cette dame qui est elle-même mère d'un fils de 28 ans qui a voyagé à travers le monde, etc., qui est parti pendant plusieurs mois en Australie, travailler et vagabonder un petit peu comme je le fais. Et donc, voilà, je vais avoir avec elle cette discussion que j'aurais aimé pouvoir avoir avec ma mère, mais que malheureusement, on ne peut pas avoir parce qu'on n'est pas capable de se dire les choses comme il faut. Mais voilà, du coup, je parlerai avec cette dame qui est elle-même mère d'un fils qui a 50 de plus que moi quand même, hein, j'ai 23 ans, mais voilà, elle a vraiment transposé les choses et elle m'a considéré comme son fils, elle m'a parlé comme si j'étais son fils et elle m'a dit, je pense, ce que ma mère m'aurait dit, ce que beaucoup de mères auraient dit si c'était possible. Parce que voilà, elle a déjà vécu tout ça, elle a tout le recul sur cette expérience de son enfant qui part loin, etc. En plus de ça, j'avais prévu de partir sans téléphone ni rien, donc c'était une charge en plus. Et c'est vrai qu'elle m'a fait comprendre que, bah voilà, pour une mère, ça doit pas être facile à encaisser. Et c'est pas rien quand même, hein. Ton gamin qui te dit qu'il part à l'autre bout du monde sans une thune, en traversant les Alpes et sans téléphone, bah ouais, c'est pas rien. C'est quand même quelque chose de costaud. Et c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à me mettre à la place de ma mère, etc. Parce que on a eu des relations qui sont particulières où on n'a jamais vraiment échangé l'un avec l'autre, on s'est jamais vraiment dit ce qu'on avait sur le cœur. On a beaucoup de mal à communiquer tous les deux depuis toujours et je lui en veux pas du tout, mais c'est vrai que j'aurais aimé pouvoir avoir cette discussion avec elle. Malheureusement, je l'aurais eu, comment dire, avec quelqu'un qui faisait le lien et qui a eu cette discussion et qui m'a permis de comprendre toutes ces choses-là sur moi et sur ma relation avec ma mère, etc. Et ça m'a fait un grand bien, ça m'a libéré une charge émotionnelle, etc. Parce que j'en voulais à ma mère de ne pas avoir été reconnaissante ni quoi que ce soit quand j'ai conduit toute la nuit pour la voir. C'était la dernière fois que je la voyais, elle faisait la gueule avant de partir pour au moins 1 ou 2 ans. Donc c'était dur, mais finalement j'ai compris, je me suis mis à sa place grâce à cette discussion et j'ai pu accepter la situation et c'était vraiment génial, ça m'a permis d'avancer d'un grand pas. Et elle m'a également fait réfléchir à d'autres choses
particulier quand j'ai regardé sur mon téléphone pour l'itinéraire qui me permettrait de traverser les Alpes d'ouest en est, parce que je voulais absolument me faire les Alpes de gauche à droite. Et j'ai découvert la Via Alpina, qui est un trek qui permet de traverser ces Alpes. Sauf que j'ai regardé le tout début du chemin, et ce chemin, bah, il était là où je suis allé skier une semaine avant à Chamonix, et il passait par des chemins où il y avait 5 mètres de neige, quoi. Donc je me suis rendu compte que ma traversée des Alpes était peut-être un petit peu compromise. Ça semblait difficile de traverser les Alpes en plein hiver. Ce que j'ai dû reconnaître, hein. Faut savoir que je suis un peu une tête brûlée. Moi, je pars, j'essaye et après je réfléchis. Mais là, pour une fois, du coup, j'ai eu l'occasion de réfléchir avant d'aller me foutre là-haut dans la neige. Surtout que je venais dormir de nuit à moitié dehors, complètement congelé. Et là, j'arrivais tout mouillé, congelé chez la dame. Donc ouais, j'ai goûté au froid et à l'expérience de dormir dans le froid, de vivre dans le froid, de subir le froid et la pluie également. Et j'ai pris conscience que c'était peut-être un petit peu exagéré, un tout petit peu, de vouloir me faire les Alpes en plein hiver. Avec, bon, bah, j'ai eu une expérience très brève d'alpinisme. J'ai fait une ascension jusqu'à 4000 mètres sans guide ni rien au Népal. Donc, c'était même pas de l'alpinisme. En vrai, c'était de la randonnée de haute montagne, j'ai envie de dire. Mais c'était vraiment pas de l'alpinisme, surtout que je ne suis pas équipé en alpinisme. J'ai un très bon équipement, mais j'ai vraiment le strict minimum. J'ai pas ce qu'il faut pour partir me faire les Alpes de gauche à droite en plein hiver. Ou alors sinon je le fais uniquement à travers les vallées, mais c'est des grandes routes, des grands axes, etc. qui sont assez peu praticables, où ça ne serait franchement pas agréable. Et donc j'ai compris que j'étais pas forcément obligé de me faire endurer des choses très difficiles, parce que j'ai la mauvaise habitude de me foutre dans la merde. Et j'adore ça, quoi. C'est-à-dire que je me mets dans la merde et je nage dedans. J'essaye d'avancer comme je peux. Et après, je me rends compte que je suis dans la merde et je fais, ah ouais, putain, mais en fait, je suis pas du tout obligé d'y être, quoi. Mais j'adore m'y mettre. Donc voilà, elle m'a fait comprendre qu'en fait, j'étais pas du tout obligé de me faire souffrir et de m'envoyer dans des épreuves ultra difficiles, etc. Parce que faut savoir que toute ma vie a été d'une facilité déconcertante, vraiment déconcertante. Tout a toujours été très 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 simple dans ma vie. J'ai toujours obtenu tout ce que je voulais d'une manière simple et rapide. Et donc du coup, avant de partir sur ce chemin, je me suis dit bon bah là j'ai envie que ce soit dur quoi. Vraiment, je me suis dit à moi-même, j'ai envie de difficulté, j'ai envie de crever de faim pendant quelques jours, j'ai envie de ne pas boire parce que je trouve pas à boire, j'ai envie de dormir dehors dans le froid, j'ai envie d'être mouillé, j'ai envie de voilà, j'avais vraiment cette intention en partant sur mon chemin que ce soit très très dur, que ce soit éprouvant, que je dois endurer des choses et que ça me fasse me relever, aller plus haut. Et finalement, j'ai compris que bon, bah, c'était pas forcément nécessaire de me faire endurer des choses extrêmement difficiles, que je pouvais simplement apprendre de la vie le plus simplement et avec beauté, quoi, simplement vivre la vie. Mais voilà, ça m'aura demandé quand même une certaine réflexion et c'est pour ça que j'adore partir et rencontrer plein de gens différents avec plein de points de vue différents, etc. Parce qu'ils me permettent de me remettre en question et d'évoluer encore plus. Et je me suis rendu compte que finalement, eh ben, croiser des gens comme ça, à gauche, à droite, qui vont me dire des petites phrases qui vont me faire me remettre en question, ça me fera tout aussi bien évoluer que partir tout seul dans le froid pendant des semaines où ça sera très difficile, etc. Donc voilà. Finalement, j'ai pris la décision de garder mon téléphone, du moins pour un certain temps. C'était la discussion qu'on avait où elle m'a dit, voilà, tu n'es pas obligé de jeter ton téléphone tout de suite, parce que si tu le fais, c'est toi avec ton ego qui décide quelque chose pour toi. Et ce n'est vraiment pas comme ça que j'ai envie de vivre cette séparation du téléphone, c'est plus quelque chose où je sentirai au fond de moi, au fond de mon cœur, qu'il est temps. Je dois me détacher de mon téléphone, je n'en ai plus besoin, c'est le moment de voler de mes propres ailes et vraiment de naviguer vers l'inconnu purement. Et donc voilà, je pense que je garderai mon téléphone pendant un certain temps, peut-être quelques mois, du moins au minimum jusqu'à Prague. Et ensuite, je verrai bien. Peut-être que je me guiderai à la boussole et au pendule. Peut-être que je garderai le téléphone, je ne sais pas du tout. Mais voilà, et donc du coup, je garde ce téléphone.
Et je dirai ça à ma mère le lendemain, qui sera bien sûr enchantée et qui se propose même de payer mon abonnement téléphonique, étant donné que j'ai résilié tous mes comptes bancaires et mes assurances, etc. Je pars vraiment, je quitte la société. Et donc, du coup, pour moi, quitter mon téléphone, c'était également quitter la société, parce que mon téléphone a une certaine emprise sur moi. Mais j'en suis également venu à la conclusion que finalement, j'avais beaucoup plus d'honneur à réussir à me séparer de mon téléphone tout en l'ayant avec moi et en ayant la possibilité de m'en servir, que de m'en séparer finalement sous la contrainte, parce que je m'impose de ne pas avoir de téléphone, donc je n'ai pas le choix, mais finalement, c'est alors un danger entre guillemets, j'ai une foi tellement grande que je sais qu'il m'arrivera rien de grave et qu'en principe, je n'aurai pas besoin de m'en servir. Mais, euh, mais ouais, c'est quand même rassurant d'avoir son téléphone et de se dire qu'à tout moment, on peut appeler les secours si on se casse la jambe ou quoi que ce soit, même si on n'a plus d'assurance. J'espère que t'écoutes pas ça, maman. Non, mais ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Donc du coup, voilà, j'ai remis en question cette question du téléphone. Et finalement, j'ai pris la décision de le garder, bien que je doive m'en détacher comme il se doit, que je dois pas être esclave de mon téléphone. Et donc, pour poursuivre la réflexion que j'ai eue aujourd'hui, mais qui peu importe dans la timeline, et donc du coup, j'ai également cette question que je me pose depuis plus d'un an maintenant, depuis que je suis parti au Népal la première fois, où justement je me pose la question de est-ce que je ne devrais pas produire du contenu pour les gens, pour justement les amener à découvrir mon histoire, peut-être les inspirer et les faire évoluer, tout comme moi je le fais, parce que finalement c'est ce que je fais sur ma route. Mon but c'est de rencontrer des gens et de semer des petites graines à gauche à droite qui font que ces personnes vont se remettre en question et évoluer et aller vers plus de bonheur. Et donc du coup, je me suis posé cette question de si je devais produire du contenu pour les gens et j'avais deux options qui s'ouvraient à moi, qui étaient faire des vidéos, mais faire des vidéos, ça veut dire sortir mon téléphone régulièrement, etc. pour prendre des vidéos et ce n'est vraiment pas ce dont j'ai envie dans la vie. J'ai vraiment envie de vivre l'instant présent sans me dire oh là là, faut que je sorte mon téléphone, là il y a une photo de ouf à faire, oh là là, faut que je filme pour ma communauté, ceci, cela. Ou bien j'avais la solution d'écrire, parce que j'aime plutôt bien écrire, ça permet de poser ses idées, etc. Mais encore une fois, bon bah voilà, je suis sur mon téléphone, donc c'est plutôt compliqué d'écrire, de faire mon petit site, mon blog ou quoi que ce soit. Honnêtement, ça me fait chier et j'ai vraiment pas envie d'écrire. Mais tout à l'heure, bah, en téléphonant à ma mère, justement, j'ai trouvé finalement ce juste milieu qui serait de produire des podcasts. Donc où, bah voilà, là j'ai simplement mon téléphone, j'appuie sur enregistrer, je raconte ce que j'ai à dire. Et voilà, derrière je poste sur YouTube très simplement, ça consomme peu de données internet, etc., etc. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire des petits podcasts, parce que je trouve ça naturel finalement de parler comme ça à haute voix et de raconter ce qu'on a sur le cœur, surtout que quand on exprime les choses qui se passent dans notre vie, etc., on y réfléchit en même temps, ce qui fait que ça nous permet de prendre conscience de certaines choses, de se remettre en question et tout. Et en plus, dire les choses à haute voix, ça permet d'extérioriser, de sortir ce qu'on a sur le cœur et également d'avouer des choses qu'on n'oserait pas s'avouer, parce que je m'en suis rendu compte hier soir en discutant avec Ségolène qui m'héberge que en fait il y a des choses que l'on pense, que l'on dit dans sa tête et qu'on a énormément de mal à exprimer à haute voix, qu'on a énormément de mal à exprimer en particulier aux autres, parce qu'on a peur du jugement, on a peur de notre propre jugement sur nous-mêmes, etc. Et donc finalement, c'est le compromis parfait de faire des petits podcasts comme ça où je raconte. En plus de ça, pour vous, c'est idéal, parce que bon, bah voilà, vous êtes là, vous faites vos courses, vous êtes en train de conduire, hop, vous mettez le petit podcast, vous n'avez pas besoin de regarder, vous n'avez pas besoin de lire, vous avez juste à écouter, ce qui fait que vous pouvez faire autre chose en même temps. Et finalement, c'est très intéressant pour tout le monde. Donc voilà, j'ai pris la décision de garder ce téléphone, de faire des petits podcasts comme je suis en train de le faire actuellement, et de raconter finalement ma petite vie, de voir comment ça se passe, les rencontres que je fais, etc. Et voilà. Donc, pour en revenir à notre petit hébergement du soir, du coup, j'ai eu la chance d'avoir un chat, son panda, là, qui est venu me câliner, etc. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, je venais chez elle pour me sécher et non pas pour dormir. Donc elle a demandé à ses amis, etc., si quelqu'un pouvait m'héberger et tout, mais c'était le réveillon du 31, hein, je le rappelle. Donc du coup, bah, c'était un petit peu compliqué à gauche, à droite, mais elle passait sa soirée toute seule.
Et elle n'était pas très rassurée d'avoir un homme chez elle alors qu'elle était toute seule, etc. pour la nuit. Chose que je peux comprendre et voilà, j'ai eu certains ressentis. Donc voilà, je le comprenais et j'étais parfaitement prêt à partir, etc. Aller trouver un autre toit ou même je serais allé dormir avec Christian maintenant que j'étais à peu près sec. Mais son instinct maternel ainsi que son chat l'ont empêché de me laisser repartir. Elle m'a dit non, 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 je te laisse pas repartir de là tant que tu seras pas tout sec et que tu n'auras pas bien dormi. Je suis maman, je sais ce que c'est, etc. On était vraiment dans ce rapport d'un mère-fils, vous voyez. Et, euh, et du coup, voilà, elle voulait pas me laisser repartir. Et ce qui l'a beaucoup conforté, je pense, c'était son chat, parce qu'il faut savoir qu'elle a deux chats et que ces chats ne sont pas vraiment. Enfin, ils sont câlins, mais ils sont pas vraiment du genre à aller voir les inconnus, etc. Ils sont plus tranquilles au loin et puis ils regardent. Sauf que son chat est enfin, complètement amoureux de moi. Et de toute façon, j'ai ce lien avec les animaux où je ressens un amour très très grand pour les animaux. Et je pense qu'il les ressent également en retour. Et donc elle avait sa petite boule de poil qui est une boule d'amour, hein. Vraiment, je le ressentais quand je le caressais. Le chat, il était plein d'amour. Et j'adore les chats qui sont comme ça, plein d'amour. Et donc son chat ne me lâchait pas, il se couchait sur moi, je le câlinais dans tous les sens, etc. Et je pense que ça a permis de la mettre en confiance. Et en général, les gens qui ont des chats, particulièrement dans la spiritualité, font beaucoup confiance à leur chat et à l'instinct de leur chat. Parce que les chats, c'est des créatures qui ressentent vraiment ce qu'il y a au fond des personnes, qui ressentent ce qu'il y a dans le cœur. Et vous verrez rarement un chat aller se faire câliner par des gens vraiment mal intentionnés, quoi. Je pense pas que ça arrive tous les jours. Et donc du coup, son premier chat est venu vraiment se câliner à moi toute la soirée, etc. Il leur demandait, il leur demandait. Et au moment d'aller se coucher, donc elle me fait un gros câlin, etc. Et puis je la remercie surtout pour tout ce qu'elle a fait pour moi, et en particulier pour les discussions et les remises en question qu'elle a engendrées. Et donc je vais me coucher dans le lit, dans la chambre d'à côté, puisqu'elle dormait dans le salon. Et là, je me mets sous la couette et il y a le deuxième chat qui vient se coucher sous la couette avec moi, chose qui ne m'était jamais arrivée. Et là, c'était juste trop génial, quoi. Bon, le chat était en plein milieu du lit, donc j'avais pas trop de place. Mais du coup, voilà, pour la première fois de ma vie, j'avais un animal qui venait se mettre sous la couette avec moi. C'était vraiment très très agréable, je ressentais son amour et ses poils tout doux, etc. C'était trop bien. Et donc le lendemain matin, je me réveille tranquillement et je lui raconte que son chat avait dormi avec moi sous la couette. Elle m'a dit oh là là, mais j'ai jamais vu ça, etc. Enfin bon, c'était vraiment, je me sentais privilégié d'avoir eu cette relation avec ces chats, surtout que voilà, moi-même j'ai un chat, j'adore les animaux, etc. Et quand tu marches toute la journée tout seul, que t'es là, que tu croises pas trop d'humains, pas trop d'animaux, que t'as pas de gens, t'as pas trop de contact humain, tu vois, t'as pas de gens à qui faire la bise, à qui faire un câlin, ou d'animaux à caresser, etc. Bah c'est extrêmement réconfortant d'arriver chez quelqu'un et d'avoir ces petites boules de poils qui te font des câlins, etc. Et en plus de ça, ça m'a permis de réaliser, et c'est une chose sur laquelle je suis en train de travailler, c'est l'observation de mes émotions et comprendre les différentes émotions, le ressenti, les liens qu'il peut y avoir avec les personnes, les animaux, etc. Et il faut savoir que du coup, cet amour inconditionnel, c'est vraiment le terme, c'est un amour sans condition que je ressens pour les animaux et également pour tous les êtres, mais c'est particulier, quoi. Disons que il y a certaines personnes qui vont me faire ressentir cet amour inconditionnel. Il y en a d'autres pour qui je le ressens, mais c'est moi qui dois le provoquer, quoi. Je sais qu'il est là, mais je le ressens pas intensément en moi. Il vient pas me brûler tout le corps et me faire ressentir cet immense plaisir, cet immense bonheur. Et donc voilà, j'ai compris que cet amour inconditionnel que je ressentais pour ces chats, je le ressentais également pour certains humains. Et donc ça m'a permis de mettre des mots sur ces ressentis. Et donc du coup, la journée du lendemain matin, me voilà parti en plein cœur de Annecy. Je le rappelle, il pleuvait des cordes le soir d'avant. J'étais trempé. Et là, je me lève, je pars aux aurores. Après un bon petit déjeuner et un gros câlin et des remerciements. Et je pars aux aurores, donc juste en face du château, vraiment juste en face du château qui est perché au sommet de Annecy. Et là, je commence à entamer ma petite route qui m'amène vers le bord du lac d'Annecy, qui est tout bonnement magnifique, sous un grand soleil, mais qui était tout juste en train de se lever. Et donc sur la route, j'avais quoi? J'avais peut-être 10-15 minutes de marche avant de me retrouver vraiment au bord du lac. Je voulais absolument ce lever de soleil sur le lac d'Annecy, donc j'ai pris la décision de ne même pas visiter la ville. Et je suis allé à toute vitesse au bord du lac, et j'ai eu le droit à un lever de soleil absolument magnifique que je mettrai peut-être en photo de ce podcast. Même si la photo est pas terrible, je peux vous dire que ça valait le coup
avec les yeux. Et donc voilà, je me retrouve à marcher le long du lac d'Annecy sur à peu près 20 km. C'est un lac qui est vraiment très très long, surtout que j'étais tout en haut, j'allais tout en bas. Donc j'allais direction de Megève. Et donc je marche tranquillement le long de ce lac. Et donc pour rappel, la veille, Christian m'avait offert un croissant et un pain au chocolat que j'avais mangé du coup au petit déjeuner chez mon hôte, mais j'ai également une petite fringale sur la route, donc je me suis arrêté. C'est une grande voie verte, une piste cyclable en fait qui longe le lac, et donc je m'arrête tranquillement. Je me sors mon petit croissant qui me restait, je me mange mon croissant, et là, deux dames qui passent avec deux chiens, dont un très très gros qui était absolument magnifique. Et elles me disent bon appétit, tout sourire, etc. Et moi, faut savoir que j'étais une petite lumière ce matin-là. J'étais ressourcé, je venais de, c'était un renouveau, un reset, on va dire. Je m'étais reconnecté à moi, etc. Et donc voilà, j'avais un sourire jusqu'aux oreilles toute la matinée. Et donc tous les gens que je croisais me disaient bonjour. J'étais des grands sourires à tout le monde me souriait et tout. On était le premier, il était 8 heures du matin. Donc si vous voulez, tous les gens qui étaient dehors, c'est ceux qui n'avaient pas fait la fête la veille. Et c'était 90% des sportifs, quoi. Donc des gens, on va dire, qui sont en bonne santé, qui sont plutôt heureux dans la vie, etc. Les gens qui font du sport, en général, sont plutôt heureux. Et donc, je croise ces petites dames qui me disent bonjour, etc., qui tracent leur route. Et donc, moi, je reprends ma route 5 minutes après, je finis par les rattraper. Et j'avais de la musique sur les oreilles. Et donc, juste avant de les rattraper, mon petit doigt me dit enlève tes écouteurs, mon coco, tu vas discuter avec les dames. Je passe à côté des dames, tranquillement, etc. Elles me font ouais, vous allez où, comme ça, et tout. Moi, je fais bah alors là, je vous jure que vous allez pas me croire. Elle me dit ah, si, dis-nous, on va te croire et tout. Je fais bah. Je vais au Népal à pied. Et là, elles ont fait la même tête que presque tous les gens à qui je le dis. Vous savez, c'est vraiment une tête de mais non, c'est pas vrai, quoi. Et les gens ont un peu de mal à me croire au début. Après, ils voient bien que je dis pas de conneries, quoi. Que vraiment, j'y vais, quoi. Et donc, du coup, elles me font, ouais, machin, mais tout, mais t'es un malade et tout, tu fais pas du stop, tout ça. Je fais, non, 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 moi je marche, j'aime marcher, je veux marcher. Mon but, c'est d'y aller à pied. Bon, je prends une voiture de temps en temps, par-ci, par-là, mais mon but, c'est vraiment de marcher. J'adore marcher. Et puis, quand t'es en voiture, bah voilà, tu téléportes finalement, hein, que les transports, c'est vraiment je vais dire, c'est de la triche. Vraiment, c'est de la triche parce que quand on prend un transport, on est dans sa bagnole, on est là, on regarde à peine le paysage, on trace, bam, et on arrive à l'autre bout de la France, on se téléporte. Et du coup, on n'a pas le temps de rencontrer les gens, on n'a pas le temps de voir les paysages, on n'a pas le temps de sentir les odeurs, etc. Vraiment, c'est de la triche et moi, je n'aime pas ce concept de tu voyages, mais finalement, tu voyages pas vraiment. C'est pas tu voyages, c'est tu te déplaces. C'est vraiment ça, tu vois. C'est comme si tu marchais avec tes écouteurs et des lunettes où tu vois juste tes pieds, tu vois. C'est vraiment ce concept-là où finalement tu ne voyages pas, tu te déplaces. Et moi, je suis pas du tout dans cette optique. Je suis vraiment dans une optique de découvrir le monde, de rencontrer les gens, les différentes cultures, de sentir les différentes odeurs, de passer par les différents biomes, etc. Je trouve ça bien plus enrichissant de voyager et de voir le monde finalement. C'est vraiment découvrir le monde, découvrir les gens, etc. Ça n'a rien à voir. Et puis voilà, je leur dis ça et tout. Et puis elles me disent, mais c'est génial et tout. Enfin voilà, on discute, tout en avançant avec son énorme chien. Et donc je finis par quitter ces dames où voilà, c'était vraiment très très sympathique. Et donc je remets mes écouteurs, je reprends ma route et là bam, je trace. Et la piste cyclable, franchement, j'en avais ras le cul parce que ça fait mal aux pieds. C'est du béton. J'avais mon début de tendinite. Ouais, ma tendinite est arrivée ce jour-là. Elle est arrivée, oui, elle est arrivée ce jour-là. Et donc en fait, bah voilà, je marche, mais avec un sac qui était plus lourd à gauche qu'à droite. Petite erreur de débutant que je connais bien puisque j'ai marché tout Compostelle avec un sac un peu plus lourd à droite qu'à gauche. Et d'ailleurs, ça m'avait beaucoup plus musclé le côté droit que le côté gauche de mon corps. C'était très marrant, on voyait mes abdos à droite qui étaient bien plus dessinés. Et donc là, je me suis retrouvé à faire une journée avec mon sac plus lourd à gauche qu'à droite. Et au bout de, ouais, je sais pas, peut-être vers ouais, 14 heures, quand je me suis arrêté pour manger, je me suis fait mon repas. Je commençais à avoir franchement bien mal aux pieds. Mais quand je dis bien mal aux pieds, c'est waouh. Mais j'ai une très très grosse tolérance à la douleur, ce qui fait que j'en ai un petit peu rien à faire et j'avançais, quoi. J'ai fait Compostelle, je sais très bien ce que ça fait de marcher avec des douleurs, etc. Je me suis dit, bon, ça va le faire, quoi. C'est que le premier jour avec la douleur, elle a cool.
Donc du coup, bon bah voilà, je marchais, je m'arrête pour manger, etc. Et j'étais franchement pas bien, quoi. J'avais que du riz blanc et des plats tout près, là, lyophilisés, j'en avais juste deux. Et donc je marche et tout, je m'arrête pour manger. Et là, vraiment, j'étais pas bien. J'étais dans ma tête où j'ai commencé les 3 4 premières heures avec un grand sourire, j'étais super heureux, etc. Et là, j'avais dépassé le lac, etc. Et ça faisait 4 heures, un peu plus de 4 heures que je marchais. Et voilà, je commençais à vraiment péter un câble, j'avais faim, j'étais pas bien dans ma tête, etc. Vraiment, j'étais pas bien, pas bien, tu vois. Donc du coup, je m'arrête pour manger, etc. Non, non, avant ça, je cherche un endroit où manger. Oui, oui, je cherche un endroit où manger. Et bah, on est le premier, pas une boulangerie, rien du tout ouvert sur toute la route. J'en avais ras le cul, vraiment, j'étais à bout. Et là, je passe devant une maison chez des gens où c'était marqué Bienvenue chez les sorciers. Et je voyais des drapeaux du Népal, etc. Vous savez, toutes les couleurs, là. Du coup, je me dis, bon, bah, je vais aller toquer chez eux, quoi. Genre, ça doit être des gens sympas dans la spiritualité, tout ça, Népal, sorcier. Je me dis, à la cool, quoi, on va bien s'entendre. Je débarque, je toque à la porte une première fois, bam, personne débarque. Je vois une bagnole juste devant, je fais, attends, je retoque un deuxième coup, quoi. Et là, il y a une dame qui débarque, une jeune, je sais pas, peut-être 35 ans, vraie connasse. Vraiment une vraie connasse. Je fais, hey, bonjour et tout, je suis là, avec mon grand sourire, je connais pas la pied, tout ça. Elle me dit ok. Et elle referme la porte et elle se barre. Genre vraiment rien à foutre la meuf. Genre vraiment une grande connasse quoi. Du coup, bon bah voilà, je repars sur ma route et tout, à la cool. Je m'arrête au niveau d'une petite aire de pique-nique, tout ça. Je me fais donc à manger. Et là, j'étais en mode putain, non, je veux vraiment pas manger mon riz blanc. J'en ai ras le cul du riz blanc, vraiment. Vraiment, je vous jure, il m'a martyrisé ce putain de riz. Il m'a martyrisé. Je viens d'en manger là, mais vraiment, il m'a martyrisé. Je voulais plus voir le riz blanc. Et du coup, je regarde, putain, plus une seule barre de céréales, rien du tout. Vraiment, je suis en hesse. Du coup, je fais bon, bah, et on va se faire un petit lyophilisé, quoi. Je les garde vraiment en cas de pépin, les lyophilisés en principe. Mais là, je fais bon, bah, on va se faire un petit lyophilisé, tout ça. C'était un couscous aux légumes, etc. De chez Decathlon, petit plat végétarien. Je fais nickel, tout ça, je mange ça. Là, ça me donne de l'énergie. J'étais en mode, allez, à la cool, les gars, on est parti. Et là, on repart, quoi. Et donc, je marche. Putain, j'ai toujours bien mal aux pieds et tout. Donc, j'essaie de mettre mes petites chaussures barefoot. C'est des chaussures pieds nus, mais qui sont vraiment pas adaptées pour marcher avec un sac à dos, pour le coup. Parce qu'en fait, si vous voulez, la semelle est extrêmement fine, elle se tord, etc. C'est une semelle où, en fait, on a l'impression d'être pieds nus. Et donc du coup, je marche un peu avec ces chaussures-là. Bon, j'ai un petit peu moins mal à mon pied droit, parce qu'en fait, si vous voulez, au pied droit, j'ai la languette qui vient faire un frottement au niveau du coup de pied, quoi, entre le pied et la cheville, quoi, vraiment sur le coup de pied. Là, j'ai un frottement qui se fait, qui me faisait mal, mais c'était une douleur, bon, ça va, quoi, c'est juste un frottement. Alors qu'à gauche, c'était vraiment au niveau du talon, et donc du coup, je mets mes barefoot, etc. Je commence à marcher avec. Là, je me rends compte que putain, ça va vraiment pas mieux à gauche, quoi. C'est même de pire en pire, j'ai de plus en plus de douleurs, etc., etc. Donc, vraiment pas cool, quoi. Et donc je marche et je voulais pousser un petit peu et me faire à peu près 35 km. Sauf que là j'arrive à Ugine et vraiment j'en ai ras le cul, je peux plus avancer, rien du... Non, pas à Ugine. Si, à Ugine. Oh, ça devait être quelque chose comme ça. Enfin bref. Vraiment j'en avais ras le cul, j'en pouvais plus, donc du coup je m'arrête. Enfin j'étais sur la piste cyclable et je savais pas trop quoi faire, où aller, etc. chez Kitoke. Donc je regarde un petit peu. Et là, je vois pas trop d'endroits où aller, etc. Non, j'étais à Faverges, voilà, c'est ça, j'étais à Faverges. Et donc, du coup, si vous voulez, je regarde sur mon téléphone où est-ce que je pourrais aller toquer, les lieux un peu résidentiels, etc. Je sais pas, je le sentais pas trop, vraiment, j'étais dans mon mindset négatif, je broyais du noir, etc. C'était pas cool. Du coup, je me disais, bon, bah, on va rester un peu sur la piste cyclable, tomber de nuit en plus. Et il y a bien quelqu'un qui va passer par la piste cyclable, c'est des gens qui font du sport et tout. En vrai, il y a moyen que ça le fasse, que ça connecte. Je leur dis, ouais, vous savez pas où je peux aller dormir et tout. Voilà, histoire de manipuler un peu ma proie pour qu'elle m'invite chez elle. Et donc voilà, je suis sur ma petite piste cyclable, tout ça, il y a un monsieur qui passe, tout. Je commence à discuter avec lui et tout. Il me dit, ouais, bah viens, je vais te montrer les hôtels et tout. Moi, je croisais les doigts pour que les deux hôtels soient fermés. Donc on marche, etc. Il m'amène voir les hôtels et sur la route, il me raconte que c'est un mec qui a voyagé de fou, qui a vraiment fait le monde entier, etc.
Et voilà, il me raconte ses voyages, tout ça. Il me laisse pas en placer une, mais bon, c'est pas grave. S'il peut m'héberger, j'en ai rien à foutre qu'il m'écoute. Et donc, du coup, bon, bah voilà, j'avance et tout. On arrive au premier hôtel fermé. Il me fait, ah, bah, attends, je vais t'amener au deuxième, etc. Un mec vraiment super sympa et tout, mais voilà, quoi. Il m'accompagne au deuxième hôtel, il me fait ah, c'est fermé, je suis vraiment désolé et tout. Moi, je t'aurais bien hébergé, mais j'ai toute la famille chez moi. Moi, bon, bah, je me doute que t'as la famille chez toi, tu vois. On est le 30, enfin, on est le premier. Je te crois, tu vois, il y a pas de souci. Je le remercie vraiment et tout. Et il me dit, mais va toquer chez les pompiers. En vrai, je pense que si tu vas chez eux, qu'ils te voient débarquer comme ça, ils te laisseront dormir, surtout que t'as ton matelas, ton duvet. Du coup, je fais, ah, bah, c'est une bonne idée et tout. Merci beaucoup. Il me dit, c'est par là, donc je commence à aller par là et tout. Puis, je sais pas, je le sentais pas trop. J'avais pas envie de dormir chez les pompiers ce soir. Donc, je fais demi-tour, j'avance et tout. Et là, je vois plein de verres, de tasses à café, etc., posés sur une table à l'extérieur. Donc, j'avance et tout. Et je vois qu'en fait, c'est un petit bar, mais juste, il y avait pas de lumière dedans. Je rentre et là, je suis vraiment dans le bar des alcooliques de la ville, tu vois. C'est le PMU, tu vois. C'est là où tu viens faire ton amigo en buvant tes deux trois ricards, enfin tes chartreuses pour eux, du coup. Et donc voilà, je rentre dans ce petit bar où tout le monde est complètement quillé et je m'assois, je fais bon bah, un demi-pêche. J'ai tellement l'habitude que bon bah voilà, le demi-pêche. Normalement, je bois pas d'alcool hein, pour rappel. Mais voilà, je pars sur un demi-pêche. Franchement, j'en ai ras le cul. Ma journée c'est de la merde. On va boire un demi-pêche, on en a rien à foutre. Donc je bois un petit demi-pêche, etc. Je commence à discuter avec les quelques locaux qui étaient là. Et je leur dirais, enfin franchement, votre ville, pas un hôtel d'ouvert, rien du tout, c'est la galère et tout. Ils disent, ouais, machin, qu'est-ce que tu fais là, tout ça. Et puis je leur dis, ouais, ben voilà, quoi, moi je marche, je vais à pied au Népal, regarde tout loin, au Népal, tu marches. Ben ouais, regarde, il y a mon sac à dos posé là-bas et tout, une fois, ouais, putain, machin et tout, le gamin, bien, tout ça. Et bref, on discute et je leur dis que je cherche un endroit pour dormir. Et il y a un monsieur au fond là-bas, un monsieur gros, assez petit, bien bourré, qui dit je t'héberge, moi. Je calcule pas trop, tu vois. Je me dis ouais, il dit ça comme ça, machin, machin. Je fais pas trop attention, tu vois. Continue la discussion un petit peu, tout ça. Et puis il fait oui, mais moi je le fais dormir chez moi, le petit. Enfin, non, pas avec cette voix-là, bien sûr, mais il fait oh, je le fais dormir chez moi, le petit. Donc je commence à parler et tout. Je fais bah, vous êtes sûr et tout. Il me dit oui, oui, oui. Je fais bon, bah, super, merci beaucoup, tout ça. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Bah, je recommande à boire parce que bon, bah, voilà, faut pas déconner. Et le barman, alors c'était un vieux en fait avec sa femme, vraiment ultra marrant. Il s'appelle Michel. Et Michel bourré à la mort, mais vraiment à la mort, le Michel. C'était trop, trop, trop drôle. Et enfin bref, il était là, il avait sa bouteille sur le comptoir, il passait son temps à les resservir. Genre vraiment, c'était verre sur verre sur verre. C'était un truc de ouf. Et quand il y avait deux trois verres de fini et qu'il en restait deux de plein, il leur disait oh les gars, finissez, là je suis en train de resservir. En bref, verre sur verre sur verre. Du coup, moi, bon bah, je m'incruste un peu dans la bande. Je commence à goûter les petits verres, je goûte la chartreuse, parce que bon bah voilà, je viens dans le pays, j'ai jamais goûté de chartreuse, c'est quand même honteux. Donc je goûte une petite chartreuse, je goûte un petit blanc local, etc. Enfin, à la cool, quoi. Deux, trois demi derrière. Et une ou deux cigarettes aussi, parce que je suis un vrai petit con et que je fume quand je bois. Et ben voilà, Bouli, du coup, dit bon, bah, on y go, quoi. On y va. Ma femme elle vient d'avoir au téléphone, elle casse les couilles, elle veut qu'on rentre. Du coup, je fais bon, bah, ok, tu vois, allons-y, Bouli, allons-y. Donc, on commence à rentrer et tout. On passe devant le tacos, seul machin ouvert de toute la ville, avec le bar, bien sûr. Je fais ouais, tu veux que je me prenne un truc à manger et tout il me dit ah bah oui, vas-y, allons-y. Bon, j'avais déjà payé un petit demi à Bouli et tout, tu vois. Et donc du coup, on va au tacos, tout ça. Puis moi, je pensais commander simplement pour moi, régler, etc. Puis Bouli, il fait ah, moi, je vais en prendre un aussi et tout. Bref, il prend son petit tacos. Je commence à sortir le portefeuille. Il fait oh, c'est pour moi, c'est pour moi. Bon, faut apprendre à recevoir, Corentin. Donc j'accepte, etc. Bouli m'invite au tacos qui était d'ailleurs excellent, hein, poulet viande hachée sauce curry, j'ai mangé de la viande alors que je suis végétarien, je suis un petit con. Mais enfin bref. Donc du coup, voilà, on rentre chez Bouli, etc. On marche, bon il habitait dans les HLM et tout, on était chez sa femme. On marche, il me raconte ses histoires sur la route, etc. Et donc voilà, on s'installe chez Bouli où bah voilà, c'est un monsieur qui a eu une vie particulièrement difficile, hein, et waouh, waouh, vraiment, ça a été une leçon d'humilité d'être en sa compagnie et de l'écouter parler, etc. C'est un monsieur qui a eu une vie très difficile, qui a vécu dans les squats, qui s'est battu pour avoir une place dans les squats. C'est un monsieur qui a déjà tiré sur quelqu'un, etc. Vraiment,
qui a un très lourd passif et qui a énormément de souffrance en lui. Et j'ai cette empathie énorme où vraiment je ressens les émotions des gens, etc. Et du coup, j'étais là, j'étais en mode, waouh, putain, et tout. J'ai souffert, mais franchement, les gens, waouh, quoi. Vraiment, grande claque dans la gueule, ça m'a fait. Ah ouais. Et vraiment, je sentais que c'était lourd, quoi. Que le monsieur avait vraiment eu une vie très difficile et tout. Et tu vois, moi, quand je suis rentré dans le bar, j'étais en mode, ah, tiens, encore les alcooliques de la ville, etc. Mais je voyais pas ce qu'il y avait derrière. Et du coup, j'ai eu la chance d'échanger avec Bouli, etc., qui me raconte sa vie, tout ce qu'il avait fait, qu'il avait volé des voitures, etc., qui s'était démerdé, quoi, qu'il avait essayé de survivre, comme le font énormément de gens. Et derrière, j'ai compris que, bon, bah voilà, s'il buvait et qu'il fumait autant aujourd'hui, c'est parce qu'il devait noyer toute cette souffrance qui est en lui, qui malheureusement il n'a pas pu accepter, il n'a pas pu faire avec, etc. Parce que bon, je vous laisse imaginer, tirer sur quelqu'un, se battre pour vivre dans des squats, vivre des années à la rue, etc. C'est pas rien, quoi. Genre vraiment, c'est pesant. Moi qui viens de passer 3 4 jours dehors, là, à bien me cailler le cul et à vriller dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que ça doit être de passer 1 an, 2 ans, 3 ans dehors? Je sais pas si vous rendez compte, mais franchement, aller passer une nuit dehors, là, tout de suite, en plein hiver, vous allez comprendre, hein. Franchement, vous allez comprendre, c'est quelque chose, hein. C'est waouh. Donc voilà, ce monsieur qui a énormément de souffrance et qui a une chienne également qui est trop trop mignonne, qui s'appelle Loli. Et donc voilà, ma mère a une chienne qui s'appelle Lollipop, qui est une border collie. Et là, j'arrive chez eux, je vois une border collie qui ressemble pas mal à la chienne de ma mère et qui s'appelle Loli. Genre vraiment la coïncidence exceptionnelle. Et donc bien sûr, bah Loli, c'est ma meilleure amie, hein. Elle me fait des câlins toute la soirée, etc. Elle passe son temps avec moi. Et encore une fois, je ressens cet amour très très grand que je ressentais pour les chats la veille. Et donc voilà, on discutera toute la soirée. Il me fera goûter son Genepi qu'il a fait maison, etc. Qui était franchement pas mal, qui cartouche bien aussi. Mais voilà, donc j'aurais passé une soirée assez particulière, honnêtement, parce que j'aurais écouté Bouli parler pendant de nombreuses heures, hein. Il me racontait énormément de choses sur sa vie, etc. Et voilà, je l'écoutais, je sentais que ça le libérait aussi d'en parler, etc. Il a vu qu'il n'y avait pas de jugement, qu'il n'y avait pas quoi que ce soit, qu'il pouvait me dire absolument tout. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est vraiment pour ça que je marche. C'est pour écouter les gens, pour leur accorder mon intention et pour les aider à se libérer un petit peu émotionnellement. Je leur prends un petit peu ce que je peux à gauche, à droite. Et puis voilà, j'essaye de faire du mieux que je peux. Et donc Bouli va se coucher, etc. Je fume une dernière cigarette. D'ailleurs, il me dit, tu fumes des cigarettes et tout. Je fais, ouais, 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 vite fait, quoi. Il me tend son paquet, il me dit, tiens, prends-le. Je fais, ah bah non, non, pas du tout, non. Il restait au moins 15 cigarettes dans le paquet. Je fais, non, 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 c'est mort, quoi. Il me dit, si, 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 prends-le. Je lui dis, non, non, mais normalement, je fume pas, etc. Enfin bref. Vraiment, vous voyez, c'est un homme qui a énormément souffert, qui n'a pas grand-chose, qui vit dans la misère, hein. Pour vous dire, il n'y avait même pas d'éponge chez lui. J'ai fait toute leur vaisselle une fois que Bouli était couché. J'ai dû le faire avec la gratounette, là. Ils avaient même pas d'éponge. Enfin, voilà quoi, j'arrive dans un appartement où les toilettes sont plein de merde, où vraiment la saleté est présente partout, etc., etc. Mais voilà, très peu de choses dans les placards, etc. Mais la gamelle du chien était bien remplie et c'est un homme qui, malgré le fait qu'il est très très peu et que sa vie soit dure, et bah voilà, il a dit, toi le gamin, là tu viens dormir chez moi, je te prends, je te paye à manger, etc. Et vraiment, plus j'avance dans ma vie, plus je me rends compte que c'est les gens qui ont le moins et qui ont souffert le plus, qui sont le plus prêts à donner, à partager, etc. C'est vraiment. C'est beau, quoi. C'est beau de se dire que ces gens qui ont connu la merde, eh ben, sont beaucoup plus enclins à te donner parce que, bah, justement, ils comprennent que t'as été dans la merde. Et justement, on l'a eu cette situation, tu vois. Il m'a dit, moi, je comprends où est-ce que t'es, tu vois. J'ai dormi dehors, je sais ce que c'est. Et j'aimerais pas le revivre et j'aimerais pas que les autres le vivent, donc je t'accueille chez moi, tu vois. Et je trouvais ça très très beau et ça met du baume au cœur quoi de se dire qu'il y a plein de gens comme ça et bien sûr j'ai une foi immense en l'humanité et c'est pour ça que je pars sur les chemins sans argent, sans rien et que je sais très bien que ça ira bien. Mais c'est grâce aux personnes comme ça, c'est grâce aux personnes comme elle en qui j'ai foi que je suis capable de partir comme ça sans rien et de voler de mes propres ailes et de vivre, de vraiment découvrir le monde, d'échanger avec les gens qui m'accueillent, etc. Vraiment, s'il n'y avait pas ça, si je n'avais pas vu dans le passé des gens qui étaient prêts à m'accueillir, qui étaient prêts à me donner, etc., si je n'avais pas trouvé cette foi en l'humanité,
je serais incapable de partir aujourd'hui et de vivre comme ça. C'est tout bonnement impossible. Mon mental me dirait, mais non, comment tu vas faire pour manger? Comment tu vas faire pour dormir? Comment tu vas faire pour ceci, pour cela? Et je pense que avoir la foi en l'humanité, comme moi j'ai foi en l'humanité, ça met vraiment du baume au cœur et ça permet de vivre, mais tellement mieux. Genre, waouh! Quand on aime les humains, quand on aime son prochain, ça change vraiment beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et merci, vraiment, je suis très, très reconnaissant, soit à Bouli, mais également à toutes les personnes que j'ai vues avant, toutes les personnes qui ont fait partie de ma vie, celles qui m'ont élevé, etc. Putain, mais qu'est-ce que je suis reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi, parce que finalement, moi, j'ai pas fait grand-chose pour moi dans ma vie, pour être honnête, j'ai fait très peu pour moi. J'ai fait beaucoup de contre moi, mais j'ai fait peu de choses pour moi. Et toutes les personnes qui ont fait pour moi, qui m'ont donné, qui ne m'ont rien demandé en retour, etc. Mais mille merci, vraiment, je suis reconnaissant envers vous. C'est un truc de fou, quoi. Donc enfin bref, voilà, j'étais chez Bouli, j'ai fait la petite vaisselle avant de dormir parce que je voulais essayer d'aider comme je pouvais. Malheureusement, je peux pas lui donner d'argent ou quoi que ce soit, donc voilà, bon bah j'ai fait la vaisselle et quand j'étais avec son petit chien, juste avant de me coucher, je lui ai dit bon bah Loli, tu prends bien soin de Bouli, tu lui donnes beaucoup d'amour, etc., etc. Et cetera. Et puis voilà, je suis parti me coucher. Le chien, bien sûr, s'est couché contre moi. Donc j'étais sur le canapé avec le chien couché vraiment contre moi. Le plus près tu pouvais pas, il était à moitié sur moi. Vraiment adorable. Et puis voilà, ça faisait vraiment beaucoup de bien d'avoir quelqu'un dans ses bras. Même si c'est un animal, c'est de sentir la chaleur, bon bah pas humaine du coup, la chaleur animale, mais vraiment de sentir cet amour, etc. qu'il y a dans ces petites bêtes. Ça me fait beaucoup de bien. Parce que j'adore faire des câlins aux gens, j'adore serrer les gens dans mes bras, ressentir tout ce qu'il y a en eux et leur donner de l'amour, etc. Et bon, bah, c'est bien de le faire avec les animaux aussi, parce que c'est plus facile. Les humains s'ouvrent peut-être un peu moins facilement que les animaux. Mais voilà, donc j'ai bien dormi avec ce chien qui m'a tenu un peu trop chaud même. Et je me suis réveillé quelques fois du coup dans la nuit. Puis ensuite j'ai fait coucher le chien un petit peu plus loin et je ne me réveillais plus parce que j'avais plus trop chaud. Puis voilà, le matin, je me fais réveiller par Bouli. Il devait être quoi, 7h30. Et là, j'entends du bruit, etc. J'ouvre à moitié un œil. Je vois le Bouli qui s'assoit sur le fauteuil en face avec sa petite cigarette. Il allume la télé et bam, W9, que ça te regarde les clips de musique de rap de merde là au réveil avec l'odeur de cigarette. Oh, je vous explique même pas le réveil, quoi. Mais je me réveille avec le sourire. Franchement, je me réveille avec le sourire, même si c'était franchement pas très agréable. Et puis voilà, quoi. Je prépare mes affaires tranquillement, etc. Je remercie Bouli. Et voilà, encore une fois, je fais un gros câlin au chien. Je lui dis, bon, bah, tu prends bien soin de la petite famille, etc. Tu leur donnes beaucoup d'amour et tout. Et puis voilà, je serre la main à Bouli. Et enfin, plutôt, il me tend la main pour me serrer la main. Je lui prends la main et ensuite, je le prends dans les bras. Je lui fais un gros câlin et je lui dis, bon, bah, merci Bouli, prends bien soin de toi. Et puis à la prochaine, quoi. Et donc voilà, j'étais parti vers ma nouvelle journée. Après une nuit extrêmement enrichissante, une soirée, une nuit très très enrichissante. Et puis vous saurez la suite dans le prochain épisode. Allez, la bise.